Eh bien, bonjour, chers amis. Voici notre dernier épisode de la vie de Jean-Sébastien Bach. Sa période de vie à Leipzig, nous l'avons laissé la semaine dernière. Donc, nous étions en 1723 lorsqu'il est arrivé par un beau mois de mai et qu'il a pris possession de son appartement remis à neuf dans l'école de Saint-Thomas. Il venait de se remarier avec Anna Magdalena. La famille va s'agrandir chaque année là à Leipzig pendant une dizaine d'années. Heureusement que l'appartement est spacieux. Parce qu'en plus des enfants, le Bach a une vie très intense. Plein d'amis viennent le visiter, plein de musiciens viennent chercher ses conseils. Donc dans l'appartement, il y a une énorme salle consacrée à la musique avec plusieurs clavecins, des violons, des hautbois, des altos, des clavicordes. Et donc, voilà, c'est une maison pleine de vie. Des fenêtres, on aperçoit une très jolie rivière bordée de saules et des remparts fortifiés de l'ancienne ville de Leipzig. Et donc, voilà, les yeux peuvent se poser sur une très belle nature. Et les amis viennent ajouter la joie et le bonheur de vivre pour Bach les premières années qu'il va enseigner à l'école Saint-Thomas. Il est aussi responsable de 3 églises à Leipzig. Donc à tour de rôle, ses élèves chanteurs ainsi que les instrumentistes vont assumer le culte luthérien de la religion protestante qui est à l'honneur à Leipzig. Et donc, il a énormément de travail. En plus, je vous rappelle qu'il a reçu l'obligation de composer une cantate par semaine. Ça fait qu'il passe ses soirées à composer cette cantate, à la faire retranscrire. Et bon, tout ça se fait dans la bonne humeur avec des élèves, ses enfants, et même son épouse Anna Magdalena qui se met à copier pour tous les chanteurs et les instrumentistes ce que Jean-Sébastien vient de composer. Alors, ceux qui s'agitent sur l'écran de mon PC, oh là là, on vient de lui arracher une tasse de café des mains. Mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est la fille d'un bourgeois de Leipzig qui a découvert les vertus, l'arôme, la compagnie et la chaleur du café. Et donc, elle en boit plus qu'il n'est permis toute une journée. Et son père est un petit peu furieux de cette dépendance déjà à une boisson, et il voudrait que elle pense plutôt à trouver un bon mari qu'à se réconforter avec du café toute la journée. Alors, pourquoi je vous mets ça? Eh bien, c'est parce que Jean-Sébastien Bach, il n'a pas composé que de la musique pour l'église, pour les enterrements, pour les naissances, pour les anniversaires. Non, il s'occupait également à partir des années 1729 du Collegium Musicum de la ville de Leipzig. Nous avons ça dans toutes les villes d'Europe. Ici, moi j'habite en Belgique, donc à Bruxelles, il y en a un aussi. C'est en général les élèves d'université, musiciens, qui constituent des petits orchestres, toujours de très bonne qualité, et qui se produisent en public 1 ou 2 fois par semaine. Et donc à Leipzig, il y avait cette tradition depuis 1701. Quand Jean-Sébastien Bach est arrivé dans la ville, c'est son ami et le parrain de Carl Philipp Emanuel, son fils, Georg Telemann, Georg Telemann, on va le dire, à la manière germanique, qui s'en occupait. Quoique Georg Telemann n'était pas physiquement présent parce qu'il était en poste à Hambourg, c'était quand même assez éloigné comme ville, donc c'était un suppléant à lui qui s'occupait de la musique. Et après 3-4 ans, c'est Jean-Sébastien Bach qui va devenir directeur de cet orchestre. Et cet orchestre se réunissait 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, dans le fameux célébrissime café Zimmermann de Leipzig. Sur le Twitter, vous allez pouvoir voir des gravures du café Zimmermann. C'est un très bel édifice qui malheureusement a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui vient à peine ces 10 dernières années d'être remis en valeur. Mais il y avait énormément de tavernes à Leipzig parce que Leipzig était une ville très
commerçante, on va dire. Il y avait plusieurs fois, 3 fois par an, des foires commerciales où on venait de toute l'Europe. Et donc, pour loger les marchands et les visiteurs, eh bien, il fallait quand même un bon nombre d'auberges et de brasseries pour les nourrir, les loger, les réchauffer en hiver. Et il y avait plus de 90 établissements comme ça dans la ville de Leipzig. Plus alors, comme c'était une ville universitaire, ben, il y avait quand même énormément d'étudiants qui n'étaient pas originaires de Leipzig, qui devaient aussi trouver à se loger et à se nourrir. Et donc voilà, c'était une ville de 25 000 habitants, mais qui 3-4 fois par an pouvait monter beaucoup plus en mouvement d'âme en ses murs. Et donc, dans ce café Zimmermann, Jean-Sébastien Bach, évidemment, essayait de produire une musique beaucoup plus joyeuse, porteuse d'espérance, et donc il a composé des cantates rustiques sur le monde paysan, sur la nature. Bach veut dire rivière et ruisseau. Quand on traduit, on veut dire ruisseau en allemand, on dit ein Bach. Donc, il a composé beaucoup de cantates et d'évocations sur l'eau, parce qu'il aimait l'eau. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà promené le long d'une petite rivière, d'un ruisseau dans la campagne ou quoi. Eh bien, c'est une ambiance merveilleuse. Il y a une très belle lumière, des reflets, de jolis galets, l'ombre et la lumière qui se disputent des reflets sur l'eau. On en sort toujours très réconforté. Et donc, Bach avait l'habitude d'aller se promener le long de la rivière ombragée de Leipzig. Et voilà, ça lui a inspiré une ligne de vie aussi. Il est devenu très philosophe grâce à la compagnie des rivières et des ruisseaux. Parce qu'en fait, l'eau, elle ne s'arrête jamais. Elle transporte les feuilles mortes et tout. Elle est toujours en mouvement. Et nous, parfois, on s'arrête avec les feuilles mortes des soucis, et bon, l'eau nous donne le modèle, disant, non, non, tu continues, avance, avance, avance. Donc, on devient philosophe. Regardez le magnifique clavecin qu'il y a dans ce café Zimmermann. Il est peint à la main. Il est torsadé, il a encore un piétement Louis XIII. Je ne sais pas quel est le facteur de ce clavecin-là, mais voilà. Il y avait on a parlé des tempéraments de piano, mais il y avait aussi une beauté des instruments qu'on a perdu maintenant. Bon, on a des pianos laqués noirs ou laqués blancs ou à surface laquée à cajou, quand ils ne sont pas électriques, les pianos. Mais là, non, il y avait tout un travail d'artisanat, un choix du bois, de l'essence de bois, et puis alors on confiait les décors à des artistes peintres de renom. Donc dans la pièce qu'on habitait, les yeux se posaient sur un meuble magnifique. Et donc voilà, c'est une époque qu'on ne connaît plus bien, mais où l'artisanat était vraiment mis à l'honneur. Et puisqu'on parle d'artisanat, quand j'essaye de définir Bach, pour moi c'est un artisan du son. C'est quelqu'un qui a réussi à la force du poignet du travail par son courage et comme un artisan passe 18 heures dans son atelier à fabriquer un meuble ou un instrument ou à peindre une céramique. Eh bien voilà, ça c'est ce qui peut caractériser le plus Jean-Sébastien Bach. Et il disait à ses élèves, si vous êtes laborieux comme moi, industrieux comme moi, vous réussirez. Voilà. Donc, revenons à ce que Bach a fait à Leipzig. Donc, les premières années, il va se partager entre l'enseignement et sa musique au Collegium Musicum du café Zimmermann. Mais, pendant 4 ans, dès son arrivée, il est encore en charge de la musique de la cour du prince de Alt-Köthen, son ami. Köthen n'est pas très éloigné de Leipzig. Il va décéder, ce bon prince, 4 ans après l'arrivée de Bach à Leipzig. Mais pendant les 4 ans où il est encore en vie, Bach il va quelquefois avec son épouse pour jouer des concerts et des compositions à lui, à Köthen. Et puis alors au décès du prince
du prince Anne Alketen. Il compose une musique religieuse, il y va pour la dernière fois. Et puis, bon, il ne voyage plus. D'autant plus que, vous allez dire encore, mais oui, encore, on l'ennuie à la direction de l'école. En fait, il doit même demander la permission pour quitter la ville lorsqu'il veut rendre visite à un ami ou aller surveiller la réparation d'un orgue, parce que bon, c'est quand même une sommité en connaissance des factures d'orgue, Jean-Sébastien Bach. Donc, quand les facteurs d'orgue doivent restaurer un orgue, on l'appelle pour voir si c'est satisfaisant, si le travail est bien fait. Ou même quand par exemple, il avait un ami, Monsieur Zilberman, venait de réaliser un orgue, il fallait parfois 3 ans pour construire un orgue. Il appelait Bach pour voir s'il n'y avait pas des petites améliorations encore à faire avant de pouvoir l'inaugurer. Eh bien, chaque fois que Bach devait faire un voyage comme ça, s'il n'avait pas la permission de son directeur de l'école, il n'avait pas le droit de quitter la ville. Donc, il va de nouveau se rebiffer, le pauvre. Heureusement qu'à un moment donné, dans les années 31-32, c'est un ami à lui qui est nommé directeur de l'école. Alors là, c'est le bonheur intégral. Tout ce qu'il demande, il l'obtient. Donc, c'était vraiment une période où il n'a pas eu le souci de batailler pour son autonomie. Mais pas de chance, cet ami est nommé ailleurs. Et c'est un tout jeune, je vais pas dire entre guillemets blanc-bec parce que ce n'est pas gentil, et que ce monsieur était quand même théologien universitaire, donc on va le traiter avec beaucoup de respect, mais il était déjà, on va dire, atteint par les idées libérales de l'époque. Vous avez sans doute entendu parler des Lumières, ou du Sturm und Drang en Allemagne. Donc on remettait un petit peu en question la foi, on traitait un peu les gens de foi de grands naïfs, et donc c'était l'ère de la raison et de l'affranchissement de toute autorité. Libéral, là-dedans il y a le mot liberté, mais c'est un petit peu à tout prix. Et donc il vient avec ses idées nouvelles, mais ça ne peut pas coïncider avec Jean-Sébastien Bach qui est pour la tradition. Et pour sauver une école qu'il a héritée de ses maîtres. Je vous rappelle le voyage qu'il a fait à pied pour aller écouter Dietrich Buxtehude à Lübeck, et que ça a mis 4 mois. Et donc, il ne veut pas détricoter comme ça, c'est toute sa vie et tout ce qu'il a hérité de ses parents comme héritage musical, ni de ses maîtres, et donc ces deux hommes vont s'opposer. Alors, évidemment, le directeur, il a les cordons de la bourse du collège. Comme il n'aime pas la musique, en plus, donc vous voyez, comme ça, la vie nous réserve parfois des fameux combats. On a d'un côté un compositeur qui ne vit que pour ça, et en face, quelqu'un qui va tout faire pour imposer des idées nouvelles et qui va faire exprès de museler le budget de Jean-Sébastien Bach pour qu'il compose moins, pour réduire la musique à une partie congrue. Et tout s'en ressent. Le public commence à bouder un peu les pièces religieuses, préfère aller au café Zimmermann écouter les pièces plus joyeuses, et il y a moins d'élèves à l'école. Voilà, il a fait beaucoup de dégâts, ce brave monsieur universitaire théologien Ernesti, et l'école Saint-Thomas a presque périclité à cause de ça. Jean-Sébastien Bach a regardé ailleurs. Ses fils ont suivi les cours à l'université. Il y a déjà un de ses fils qui a été engagé grâce à son intervention comme organiste à la cour de Dresde. Il a fait plusieurs voyages à la cour de Dresde. Il faut vous dire que la cour de Dresde, c'était l'ancienne capitale de la Saxe. Ce n'était pas encore Berlin. Et le prince électeur de Dresde était aussi le roi de Pologne. Alors là, c'est très comique parce que, en tant que prince électeur de Dresde, il était luthérien, protestant, mais en tant que roi de Pologne, il se devait d'être catholique.
Il n'y a pas plus catholique que la Pologne. Et donc, Jean-Sébastien Bach, pour plaire à son prince électeur, a commencé à composer des œuvres, des messes, des motets et tout, en langue latine, pour coïncider avec la liturgie de l'Église catholique. Et il s'est fait très bien voir par le fils, parce que entre-temps, le prince électeur Auguste Lefort est décédé, son épouse aussi. À cette occasion, Jean-Sébastien Bach composait toujours des pièces merveilleuses et très sublimes pour les enterrements des princes de Saxe, qui avait lieu à Leipzig aussi. Tout le monde ne se rendait pas à la cour de Dresde. Mais donc, à Leipzig, il y avait exactement aussi les mêmes concerts qu'à la cour de Dresde pour honorer la mémoire du prince électeur. Et donc, à ce décès-là du couple princier de Dresde, a succédé un fils, qui est aussi devenu le roi de Pologne. Et Jean-Sébastien Bach lui a fait la demande d'un poste à la cour de Dresde, pour essayer de fuir un peu tous les conflits de l'école Saint-Thomas de Leipzig. Il n'a jamais reçu le poste de Concertmeister, mais il a été élu comme compositeur de la cour de Pologne et de Saxe, ce qui est quand même un honneur incroyable. Et donc, il a consacré beaucoup de son temps. Il a un peu délaissé l'enseignement. Il a confié l'enseignement des élèves de l'école Saint-Thomas à ses meilleurs éléments. Il y avait Ludwig Krebs qui était... Nous avons été coupés, excusez-moi. Donc, il a confié l'enseignement et ses tâches un peu ingrates de répétition avec ses internes chanteurs à ses meilleurs élèves. Et lui s'est consacré alors à des musiques beaucoup plus amples et à des pièces qui étaient inachevées, qu'il avait déjà commencé à Köthen ou même à Weimar. Donc il a créé son deuxième tome, son deuxième volume du clavier bien tempéré, donc les préludes et fugues dans toutes les tonalités. Il a fait 2 petits carnets sous le nom d'Anna Magdalena. On n'en a plus trouvé qu'un. Donc le temps a égaré le deuxième. Et donc, quand vous jouez la petite musette, eh bien, c'était un carnet que Jean-Sébastien Bach avait composé pour son épouse. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Eh bien, il va composer 2 passions. Qu'est-ce que c'est qu'une passion? Eh bien, depuis le haut Moyen-Âge, avant Pâques, on va dire, même avant la Réforme, hein, donc au Moyen-Âge, nous n'étions pas encore au temps de Luther, donc dans le culte catholique, à l'extérieur, avant Pâques, on faisait une très grande représentation de la passion que le Christ avait connue. Si vous avez une petite formation religieuse, donc la passion, ça correspond aux 3 jours avant Pâques, l'interrogatoire du Christ, sa condamnation, sa montée vers le calvaire et la crucifixion. Eh bien, donc depuis le Moyen-Âge, c'était une coutume de produire ça sur les grands plats, dans les grandes villes. Il y en a eu à Paris, il y en a eu partout. Et donc, Jean-Sébastien Bach a composé 2 passions. Une vers 1724, la passion selon Saint Jean. Donc, il y a 4 évangélistes, et donc il peut y avoir 4 passions. Celle selon Saint Jean, selon Saint Matthieu, selon Saint Marc. Bon. Et Bach en a fait 2. Une selon Saint Jean en 1724 et une selon Saint Matthieu, je crois, en 1727. Et ce sont des longues œuvres, ça se passe avec un décor, ça se passe avec des acteurs, avec des chanteurs. Ce n'est pas un opéra, mais c'est très très prenant. Si vous habitez la Belgique, il y en a eu dans les ruines de Villers-la-Ville. C'est assez fabuleux, ça donne des frissons. Évidemment, maintenant, on a des haut-parleurs qui diffusent dans tous les espaces sonores. À l'époque, il n'y avait pas de haut-parleurs, il fallait être assez près de la scène, mais ça impressionnait beaucoup et c'était un spectacle que tout le monde venait voir. Toutes les classes sociales pouvaient y assister, les plus pauvres comme les plus riches. Donc, il va composer ces 2 passions, le clavier bien tempéré, je vous en ai parlé. Il va composer donc une cantate par semaine.
Alors, je fais une parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'une cantate, hein? Je vous avais dit que je vous en parlerai à l'extérieur. Une cantate, ben, c'est une chanson. C'est pas une chanson que vous allez écouter sur votre mobile ou à la télévision. Ça se joue avec soit un accompagnement musical, à l'orgue, un orchestre, et c'était interprété par plusieurs chanteurs solistes sur un fond de chanteurs en chœur. Donc vous aviez des instruments où ça pouvait aller jusqu'à 20 instruments en général. Hein. Les princes les plus riches, les villes les plus riches avaient jusqu'à 40 musiciens. Le roi de Prusse avait 40 musiciens. Mais ça, c'était déjà exceptionnel pour l'époque. 12, c'était courant. 20, c'était déjà très très bien. Et alors, il y avait en général 4 à 5 solistes. Et alors un chœur d'une douzaine d'éléments également. Et donc, on faisait une petite introduction, comme une petite symphonie. La symphonie n'était pas encore comme ce qu'on connaît des symphonies de Beethoven ou de Brahms, par exemple, à 80 musiciens. Non, c'était des symphonias à l'italienne, hein, de 3-4 minutes. Et donc, il y avait une symphonie avec tous les instruments, et puis les solistes venaient à tour de rôle, jouer leur rôle, et la cantate se basait sur un texte poétique écrit par un poète célèbre. À Leipzig, c'était le fameux Picander, qui était de Leipzig, et qui est devenu un ami du cercle d'amis de Jean-Sébastien Bach. Donc lui, en poète, il s'inspirait de l'évangile et des psaumes, et il écrivait en poésie une histoire que alors les solistes chantaient. Et cette cantate pouvait durer jusqu'à une vingtaine de minutes, et elle était chantée et terminée bien souvent par un choral. Il n'y a pas de E à un. Choral, c'est dit au masculin, et ce choral-là pouvait alors être chanté par l'assemblée. Et Jean-Sébastien Bach a composé presque 500 chorales, et donc, à ce moment-là, dans tous les foyers de la ville, on connaissait les chorales, on les apprenait par cœur, on les chantait chez soi à la maison, il n'y avait pas de radio, il y avait des maisons où il n'y avait pas d'instrument de musique, mais comme tout le monde allait à la liturgie, avait entendu le choral, ça leur plaisait, ils apprenaient ça par cœur et on chantait ça partout. Donc les fidèles qui assistaient au culte protestant, ils attendaient le moment où ils pouvaient chanter comme ce qu'ils venaient d'entendre. Ils étaient emportés par cette magnifique église qui résonnait sur les pierres de la chapelle. Et donc, ils attendaient avec joie de pouvoir participer à ce concert qu'ils entendaient. Et la cantate, elle avait toujours un trait d'union avec la prédication. Donc, une prédication, c'est un sermon. C'est quand on essaye avec les plus beaux mots possibles de vous inciter à faire le bien et à bien diriger votre vie. Et donc, c'est inspiré de l'Évangile. Et la cantate, on la place pendant la liturgie entre la lecture de l'Évangile et la prédication. Voilà. Et donc, je vais remettre un petit peu... Voilà, le début du concert, comme ça on revoit notre beau clavecin et nos chanteurs. Eh bien, on a pu sauver 200 cantates, alors qu'on ne sait pas exactement combien de cantates Jean-Sébastien Bach a composé. Sûrement plus, si on dit déjà une par semaine pendant, allez, on va dire 10 ans à Leipzig, parce qu'à un moment donné, il n'en a plus composé. Plus la cantate une fois par mois des 7 années à Weimar, ça en fait déjà beaucoup plus. Et donc, on en a perdu énormément. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de guerres, même après la mort de Jean-Sébastien Bach. Et que donc les incendies étaient fréquents dans les bibliothèques, la destruction des châteaux aussi. Donc, on a perdu énormément de manuscrits. Donc, sur les 500 chorales qu'il aurait composées, on en a répertorié 371, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà. Il va composer les 2 passions, le clavier bien tempéré, on en a parlé, des concertos, hein,
pour orgue, pour clavecin, pour violon. Il va continuer le travail qu'il faisait déjà à Köthen. Il va composer une messe en si mineur, basée sur 25 tableaux de ses plus belles cantates, plus des airs qu'il a composés spécialement pour... et ça, c'est à l'intention du prince électeur de Dresde, le roi de Pologne. Et il a composé énormément d'œuvres profanes qui ont été jouées au Café Zimmermann, comme c'est ce que vous entendez pour le moment. Il va se mettre à voyager. Pendant ce temps-là, 4 de ses fils sont à l'université. Ils vont terminer leurs études. Il va se mettre à voyager un peu partout. Pour, enfin, quand je dis partout, dans sa Thuringe, dans la Saxe, il serait question qu'il ait une fois été à Strasbourg, mais on n'en a pas la preuve. Ça aurait été le plus loin qu'il ait été, hein, Jean-Sébastien Bach. Mais bon, je n'en ai pas trouvé la preuve. Mais c'est vrai que son ami facteur d'orgue Zilbermann avait son frère installé à Strasbourg et que c'est tout à fait possible qu'il ait demandé l'avis de Bach sur un orgue qu'il venait de construire là-bas, facturé là-bas. Voilà, c'est vraiment possible. On parle aussi des relations que Strasbourg était en Alsace et l'Alsace était allemande à ce moment-là. Mais c'était les compositeurs français y allaient aussi. Et donc comme il y avait des liens entre des compositeurs français, on suppose qu'il y a eu des rencontres, que ça aurait favorisé des rencontres à Strasbourg avec des compositeurs français. Mais voilà, on n'a pas tout découvert de la vie de Jean-Sébastien Bach. Alors, il va voyager pour superviser des orgues en construction. Et puis bon, comme ses fils vont sortir de l'université, il va essayer de les placer à des postes clés, à des postes phares. Il va y réussir. Un de ses fils va être nommé organiste à Dresde. Hein. Un autre fils va travailler comme claveciniste pour le roi de Prusse. Après, il sera nommé à Hambourg. Donc, Hambourg, c'était un poste que Bach avait dû refuser. Hein, je vous en avais parlé. Ben, donc, son fils va y aller. Et puis, même après, mais ça, c'est déjà après le décès de Jean-Sébastien Bach, un autre fils va partir en Italie, chez l'archevêque Martini. Et puis, il va être appelé à Londres et il va faire une carrière époustouflante à Londres et donc et devenir l'ami de Mozart. Voilà, c'est très curieux comme tout le monde se rencontre au fil du temps parmi les musiciens. Et donc, il va les visiter. Il a encore un autre fils qui a pris un poste d'organiste à Mulhouse. Hein. Il faut dire que Bach a gardé 13 enfants. 20 fois, il y a eu une naissance avec ses 2 épouses, mais il y avait beaucoup de décès. Les 13 vont survivre sur 20 enfants. Et donc, il peut déjà bien s'occuper de l'évolution de ses fils à Mulhouse, à Dresde, à Berlin, à Hambourg. Et donc, ça lui donne l'excuse de pouvoir quitter Leipzig et de voyager. Et puis, quand il va visiter ses fils, par exemple, quand il va aller voir son fils, Carl Philippe Emmanuel, à la cour sans souci du roi de Prusse, qui est un excellent musicien, un excellent flûtiste, le roi de Prusse. Ils font des petites charades musicales comme ça dans la joie. Le roi de Prusse donne un thème à Bach et lui dit « chiche ». Et Bach improvise sur 6 voix le thème qui va perfectionner à son retour de Leipzig, qu'il va appeler l'offrande musicale et qu'il va offrir alors au prince de Prusse. Alors quand il va à Dresde, eh bien, il rencontre un jeune musicien à la cour chez le baron aide-de-camp du roi de Pologne, du prince électeur. Et ce jeune musicien s'appelle Goldberg. Ce baron souffre d'insomnie. Ce jeune musicien Goldberg n'a pas de bon professeur.
Et Jean-Sébastien Bach le prend avec lui à Leipzig dans son école pour le former à mieux et comme il doit évidemment après écourter cette formation et repartir avec ce jeune Goldberg à la cour du baron Kaiserlin de Dresde, et bien il va écrire des variations qu'on va appeler les variations Goldberg, parce que le baron a besoin que ce jeune passionnant élève lui joue de la musique le soir pour s'endormir. Et donc, Jean-Sébastien Bach compose un morceau qui dure 40 minutes pour être sûr que le baron ait le temps de compter assez de moutons pour pouvoir s'endormir. Alors, les variations Goldberg, c'est superbe. Je vous mettrai des liens pour écouter de très belles interprétations des variations Goldberg. L'offrande musicale qu'il va offrir donc au roi de Prusse. Il va mettre la main à une œuvre qu'on appelle l'art de la fugue également. Et il va peaufiner des manuscrits qui étaient inachevés. Et 2 ans avant de décéder, vers les années 1748, il commence à perdre la vue. Il faut dire que travailler à la chandelle la nuit comme ça vous brûle les yeux. Et donc, il ne sait plus écrire sa musique, il va la dicter à ses élèves. Ce qu'il va faire aussi, c'est promouvoir la musique de ses amis. Par exemple, il avait des amis à Köthen, les Abel, qui étaient violistes. Donc, un violiste, c'est quelqu'un qui pratique la viole de gambe. On peut dire, entre guillemets, l'ancêtre du violoncelle, la viole de gambe, avec un son plus chaud, plus doux. Et donc, il va promouvoir la musique de la famille Abel, de Krebs aussi, d'autres, de ses élèves. Il va être très généreux en réception de tous les nouveaux talents. Il va faire partie d'une société un petit peu secrète universitaire de monsieur Misler, mais c'était un honneur d'y rentrer, c'est un petit peu comme si on devenait académicien ici. Ça va être pendant les 2 dernières années de sa vie. Et alors, Handel, je vous en ai parlé un petit peu, il était à Londres également. Voilà qu'il est exactement... Il est né la même année que Jean-Sébastien Bach, Handel, hein, mais il a fait toute sa carrière à Londres. Eh bien, il devient aveugle presque en même temps que Jean-Sébastien Bach. Et il se fait opérer par un chirurgien anglais, monsieur Taylor. Et donc, Jean-Sébastien Bach tente l'opération aussi pour retrouver la vue. Et donc, il se fait opérer 2 fois par ce monsieur Taylor. Ça ne réussit pas. Il est assez affaibli par l'opération. Et subitement, un soir, il recouvre la vue. Et il meurt quelques jours après. Voilà, c'est peut-être une fin un peu bien triste pour un musicien. Et nous n'allons pas rester sur cette note un peu triste, hein, même si nous aurions voulu en faire 50 épisodes sur Jean-Sébastien Bach. Eh bien, on va rester sur une note plus pleine d'espoir. C'est que on va revenir à la rivière et à l'eau que Jean-Sébastien aimait particulièrement. Et à toute cette méditation que la musique lui a permis d'avoir. Il a connu beaucoup de chagrin, Jean-Sébastien Bach, la mort de ses parents, la mort de beaucoup de ses enfants, quand même, 7 de ses enfants sont décédés. Il a connu des difficultés à son travail, des brimades en permanence dans tous les lieux qu'il a tenté, peut-être pas à Köthen, mais sinon partout. Il s'est usé au travail et malgré ça, il a gardé une très grande espérance de la vie et de la vie après la mort. Et donc, il est mort serein. Il a fait le tour des vanités de la vie, à force d'avoir des brimades, à force d'avoir... À un moment donné, un de ses élèves, pourtant qu'il aimait bien, a écrit une lettre pour dire que c'était un musicien horrible à travailler, démodé, et que il fallait vraiment ne plus passer son temps à jouer du Bach et tout. Bon, c'est quand même pas très agréable quand on arrive au terme de sa vie et qu'on entend ça. Donc, il était pas devenu amer, mais très, très philosophe.
Et je pense qu'il a quitté ce monde-là sûr que la nouvelle place qu'il allait avoir derrière le nuage, eh bien, on allait l'apprécier, qu'il ne connaîtrait plus de brimade. Et donc, un de ses fils, Carl-Philippe Emmanuel, a fait énormément pour la mémoire de son père. Il a gardé tous les manuscrits. Et il a pu les sauver, c'est parti après dans la fameuse bibliothèque de Berlin, hein, comme il travaillait pour le roi de Prusse. Après, Berlin est devenu la capitale de la Prusse. Et donc, on connaît beaucoup de Jean-Sébastien Bach grâce à son fils Carl-Philippe Emmanuel. Par contre, ce qui est aussi triste, mais on n'en a pas la preuve, mais il y a quand même beaucoup d'écrits de ça, c'est que l'école Saint-Thomas n'a pas été à la hauteur pour assurer à la veuve de Jean-Sébastien Bach la petite pension qui lui aurait permis de vivre dignement. Elle serait décédée quasi dans la misère. Voilà. Bon, maintenant, est-ce vrai? Est-ce un peu exagéré? Je ne sais pas. Mais c'est une époque aussi charnière, 1750. Hein. Il y a encore eu des guerres qui ont dévasté Leipzig. Par après, il y a eu un désintérêt pour la musique de Jean-Sébastien Bach pendant un temps parce qu'elle était peut-être trop intellectuelle et qu'on avait envie d'aller plus vers des musiques simples à jouer. Et donc, tout ça a fait que ceux qui pouvaient être mis sur un piédestal pendant 30 ans de leur vie connaissent des difficultés et un manque d'intérêt. Ce qui est sûr, c'est que dans les années 1820, grâce à Goethe, qui était nommé secrétaire du duc de Saxe à Weimar, qui a retrouvé des manuscrits de Jean-Sébastien Bach, grâce aussi à une descendante, une arrière-tante de Carl-Philippe Emmanuel, qui travaillait pour le roi de Prusse, qui aurait enseigné dans la famille de Félix Mendelssohn. Donc, il y a une descendante féminine de la famille Bach qui est devenue musicienne et qui a enseigné là. Et donc, Mendelssohn a remis à l'honneur Jean-Sébastien Bach lorsqu'il était directeur de la Singkapelle de Berlin. Et on a rejoué la Passion selon Saint Matthieu. C'est un succès fou. Et à ce moment-là, on a redécouvert Bach dans toute l'Europe. Ça a été jusqu'à Londres. On a commencé à rééditer alors les œuvres de Bach. Et Bach ne nous a plus jamais quittés grâce à ça. Elle a traversé l'Atlantique. On a commencé à s'intéresser à Bach au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. De l'autre côté, vers l'Est, on a découvert Bach en Russie, à la cour des Tsars. Et donc, voilà, maintenant, on se dispute Bach en Chine, on se dispute Bach au Japon. Il y a plus une petite île au monde qui ne connaît pas Jean-Sébastien Bach. Même Albert Schweitzer a appris à jouer Bach à toutes ses missions en Afrique. J'ai eu l'occasion d'entendre jouer du Bach sur des ukulélés, tout ça africain, c'est super. Donc voilà, c'est devenu vraiment le phare de la musique du monde. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre indulgence, je vous remercie pour votre patience. Et je continuerai à parler de Jean-Sébastien Bach sur mon compte Twitter. Chaque fois que je trouverai un lien intéressant. Et si je peux vous aider en quoi que ce soit, vous qui jouez du Bach, je suis à votre disposition avec le plus grand des plaisirs. Merci infiniment à vous. Au revoir.